Et ben, tout ça, ça dépend des préférences du décideur. Donc c'est surtout pas à nous, en tant qu'homme d'études ou analystes, de trancher. On peut simplement lui apporter notre expertise. Et pour répondre à ces deux questions, en fait, il faut s'en poser deux autres. La première étant, comment s'expriment ses préférences et avec quelle fiabilité peut-il les exprimer. Et là, on est en plein dans la problématique d'aide à la décision. On n'est pas encore à l'étape de résolution. Donc classiquement, quand on a un nombre très très grand de solutions, de décisions possibles, les préférences peuvent s'exprimer pour chaque critère, soit sous forme de poids. Alors les poids, c'est la façon la plus simple de faire. Vous pouvez par exemple demander à votre décideur, voilà, j'ai le critère de coût, j'ai le critère de qualité, alors pour vous, vous mettriez quel poids au critère de qualité, quel poids au critère de coût. Alors s'il ne peut pas dire avec exactitude je mets 5 par exemple pour le critère de coût et c'est 2 pour le critère de qualité, il veut peut-être vous dire pour moi le critère de coût est 5 fois plus important que le critère de qualité. Ça peut être une autre façon de faire. Donc soit ces préférences s'expriment sous forme de poids, soit sous forme d'objectif à atteindre. Moi je voudrais sélectionner un vin dont la qualité est comprise entre 2 et 4, ou le coût entre 15 et 18, soit sous forme de borne à ne pas dépasser, je ne veux pas un coût supérieur à 20, c'est une autre façon d'exprimer ses préférences. Et puis on peut aussi, un autre cas de figure, on peut aussi dans certains cas être confronté à des cas où il n'y a pas de compensation possible, c'est-à-dire que vous avez un ordre de préférence strict entre vos critères, c'est-à-dire que par exemple le critère de coût est bien infiniment plus important que le critère de qualité. Donc on va d'abord chercher un optimum de Pareto qui réduit le coût, et si vous en avez plusieurs, qui ont un coût égal, on choisira celle qui réduit la qualité. D'accord ? Donc là on dit qu'on a affaire à un problème lexicographique. Quelques exemples, si les préférences s'expriment uniquement sous forme de poids, ce qu'on va réduire, c'est la somme des poids multipliés par les valeurs des critères. Si j'ai des contraintes de poids et de borne, je vais mettre mes contraintes de borne, je vais dire que le coût ne doit pas dépasser ma borne, ma qualité pareil, et je vais par exemple chercher à réduire ma somme pondérée des coûts et de la qualité. Donc là, on a un ensemble d'outils qui existent dans la littérature, d'outils théoriques, pour dire voilà comment je peux faire pour calculer des optimats de Pareto en fonction des informations que peut me donner mon décideur, en fonction des informations que je juge pertinentes et que lui peut me donner. Et ce qu'on peut montrer aussi d'un point de vue théorique, c'est que les solutions optimales de ces problèmes que l'on construit sont des optimats de Pareto pour les problèmes de départ. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas de solutions qui sont d'olive, et donc non intéressantes. La deuxième question qu'on s'était posée, c'est avec quelle fiabilité notre décideur peut-il nous donner ces informations? Parce que vous pouvez toujours dire à votre utilisateur quel est le poids, par exemple, de la densité au kilomètre carré par département par rapport au nombre de voitures au centimètre carré par région. Et on va dire, j'en sais rien. Le poids, j'ai aucune idée, je ne sais pas si c'est 5, 4,5 ou 5,5 qu'il faut mettre. Donc c'est ça que j'appelle la fiabilité, la qualité de la donnée numérique qu'il peut vous donner. Suivant cette fiabilité, on va plutôt se diriger vers une classe d'algorithmes de résolution ou une autre. On en distingue 3 en pratique. Les méthodes où en fait les préférences sont données a priori. Et là, on est dans un cas où le décideur sait pertinemment que c'est 5 comme valeur de poids qu'il faut pour tel critère. Et il n'y a aucun doute possible, c'est pas 4,5 ni 5,5, c'est 5. Alors ça, en pratique, c'est des méthodes qui ne sont pas souvent appliquées sur des problèmes réels, parce qu'en réalité, on n'est jamais dans ce cas de figure. Deuxième approche, les approches interactives, qui correspondent à un cas de figure où en fait votre utilisateur ou votre décideur a une idée des poids qu'il peut pouvoir mettre, par exemple, ou des bornes qu'il peut donner. Bon, ouais, le poids, en gros, celui-là, ça va être entre 5 et 7, et l'autre, ça va être entre 1 et 2, ça donne des ordres de grandeur. Et on va pouvoir faire des itérations comme ça, jusqu'à converger vers l'optimum de Pareto qui lui convient, la décision qui lui convient. Et puis on a les approches où en fait le décideur est incapable de donner quelque information que ce soit, où là ce qu'on va simplement faire c'est de la génération de plusieurs solutions. On va lui présenter ces solutions-là, et par confrontation de ces solutions, c'est lui qui au final va arrêter son choix et prendre sa décision. Donc je vais simplement vous illustrer un petit peu, reprendre tous les points qu'on a vus, illustrer sur un exemple, dans le cadre d'une démarche interactive. Donc j'ai un décideur qui se pose un problème, qui a affaire à un homme d'étude qui est en fait un logiciel d'aide à la décision ici. Dans le logiciel d'aide à la décision, j'ai un module qu'on appelle le module d'aide à la décision qui va tout simplement demander au décideur ses préférences. Le décideur va exprimer ses préférences ici sous forme de poids et de bornes, donc il va donner des valeurs numériques. Ces valeurs numériques sont passées en entrée d'un module d'optimisation qui lui va résoudre un problème agrégé. On sait que la solution optimale de ce problème agrégé est un optimum de Pareto. Cette solution est représentée au décideur qui va pouvoir itérer. Il va voir sa solution, il va dire « Oula, selon tel critère, c'est pas bon » ou « Je veux pas de ça ». Et donc il va pouvoir modifier les préférences qu'il avait initialement exprimées, reprovoquer une itération du processus
on lui représentera une autre solution, et on va itérer comme ça jusqu'à temps qu'il converge de lui-même vers la solution, la décision qu'il veut prendre à la fin, et qui sera préférablement l'optimum de variable. Voilà. Voilà dans quel cadre on se place. Donc il faut bien une partie aide à la décision, interfaçage avec le décideur, il faut bien une partie optimisation, résolution du problème agrégé, dans l'objectif de calculer un optimum de variable. Et ces deux modules-là s'enchaînent dans un processus d'aide à la décision. Vous donnez des poids, les critères de superficie et les critères de densité. Alors ça, on peut montrer qu'en théorie, si on considère que ça et minimiser la somme pondérée des critères, c'est pas bon. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a tendance à faire naturellement. Quand on a un problème multicritère, ce qu'on a tendance à faire, c'est de dire je mets des poids, je minimise ma somme pondérée, et puis vogue la galère, je me ramène à un problème monocritère que je sais bien résoudre. Sauf que ça, en théorie, on peut montrer qu'il y a des solutions que l'on va louper, que l'on ne sera pas capable de calculer en faisant comme ça. Donc c'est peut-être pas la meilleure des approches. C'est l'exemple que je montre ici. Hein, si vous avez trois sectorisations possibles que j'ai représentées ici, et bien en fait, la sectorisation du milieu, vous ne la trouverez jamais, quels que soient les poids alpha 1, alpha 2, vous pouvez donner. Alors qu'elle est potentiellement intéressante pour les décideurs. Est-ce qu'on peut aussi donner une borne? Donc ça donne lieu à un problème epsilon contraint, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la littérature consacrée. Et l'objectif, si on établit une borne, c'est de minimiser un des critères. Par exemple, je veux réduire l'écart en superficie, sachant que je ne veux pas un écart sur la densité qui soit supérieur à un certain seuil donné. Ça équivaut, si je reprends mon petit schéma, à fixer une limite, à éliminer les solutions du dessus et à choisir la solution qui réduit l'écart en superficie. Donc la solution encerclée en rouge. On voit qu'ici, sur mon exemple, j'ai pu calculer la solution qui m'était interdite avant. Bon, là, on doit se poser ces questions-là. Comment on fait au niveau de l'étape de modélisation des préférences? Quel est le plus pertinent? Quelles informations on peut récupérer de la part de notre utilisateur? Et puis après, quelle fiabilité? Alors, on va supposer que le décideur est peu certain de ce qu'il veut, donc on va partir dans une approche interactive, ce qu'en pratique vous ferez dans 99,9% des cas. Et puis, on va après fixer un processus qui fait varier la borne epsilon. Par exemple, on lui demande une première valeur de borne sur l'écart en densité. On va lui proposer une solution qui réduit l'écart en superficie. Et puis après, lui va pouvoir jouer et dire ben non, l'écart en superficie que j'ai est trop important, je veux rééquilibrer mes secteurs. À ce moment-là, je vais augmenter la valeur de la borne, donc accepter de détériorer l'écart en densité. Pour trouver une sectorisation dont l'écart en superficie est plus faible. Donc, trouver un point qui est en haut. Et si par contre il trouve que son écart en densité est trop important, il va avoir la possibilité de réduire la valeur de la borne pour trouver une sectorisation meilleure en termes d'écart de densité. Bon, c'est un exemple d'algorithme interactif possible. Et puis après on passe à la résolution du problème. Comment calculer une sectorisation si on considère ici dans l'exemple le problème avec borne sur le critère d'écart en densité. Et là, le calcul d'une sectorisation, en fait, pose deux problèmes. Combien de secteurs j'ai et puis quels sont les secteurs. Donc, on a ce double problème-là. On peut utiliser des méthodes de Hérault, sachant que ce problème constitue quand même un problème de classification non supervisée, qui devient un problème de classification supervisée dès lors que le nombre de secteurs est fixé et que vous avez fixé les pôles de vos secteurs. Bon, mais là, c'est le problème dans son aspect le plus général. Donc en conclusion, les points importants à retenir, c'est qu'une démarche d'aide à la décision, multicritère, fait nécessairement intervenir le décideur, et d'autant plus qu'on a plusieurs critères constituels. Dans le cas de nos critères, on est moins obligé de le faire intervenir, mais là, son intervention est très forte dans le processus de résolution. Il n'existe pas nécessairement une solution optimale unique, mais bien souvent vous en aurez plusieurs, parmi lesquelles vous devez aider le décideur à faire un choix sur les optimales Pareto. La prise en compte des préférences est une étape cruciale. Il faut se poser les bonnes questions lorsqu'on fait notamment un logiciel d'aide à la décision. Quelles informations je peux lui demander? Et puis au final, la mise au point d'un algorithme efficace, parce que c'est pas tout d'avoir bien modélisé un problème, il faut aussi après savoir le résoudre. Ça nécessite quand même une connaissance pointue des techniques de résolution classiques, que ce soit heuristique ou exact, ou de techniques qui relèvent de la recherche opérationnelle et de l'aide à la décision. Voilà, c'était les grands messages que je voulais vous faire passer au travers de cette présentation. Je vous remercie de votre attention.